dans quelle zone j'aimerais travailler, dans quelle zone je me vois exercer si je ferme les yeux et que je m'imagine travailler là, dans ma commune ou dans un rayon d'1/4 d'heure autour de chez moi, quel quartier je me verrais bien, dans quel quartier je me verrais bien vendre des maisons ou des appartements, etc. Elle est super cette zone, mais il n'y a rien qui se vend. Et ça, c'est vraiment le piège, et notamment sur des zones où il y a un prix au mètre carré élevé et où les propriétaires ne bougent pas. Et plus vous allez vous rapprocher de 10, et au plus ça veut dire que votre part du gâteau théorique serait importante. Aujourd'hui, je te propose qu'on voit les 3 facteurs pour déterminer ta zone d'implantation dans ce podcast. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric, votre serviteur. J'espère que vous avez la forme. Et aujourd'hui, donc, je suis accompagné dans ce podcast de Jean-Philippe Avon, notre responsable du service coaching. Jean-Philippe, la forme? Salut les amis, salut Cédric. Je suis en pleine forme, et toi? Ça va, au top, on est au top. Alors, donc aujourd'hui, Jean-Philippe, on va voir ensemble un sujet que tu travailles aujourd'hui avec tes coachés au début, on va dire, de l'accompagnement. Et ce sujet, ça concerne l'implantation, finalement. Tu as déterminé des facteurs qui vont leur permettre de choisir, finalement, la zone sur laquelle ils doivent s'implanter. C'est bien ça? Absolument, c'est exactement Super. ça, puisque c'est souvent une grande douleur des conseillers immobiliers de dire où est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je fais en fait. Et donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de donner des éléments, des repères méthodologiques, des aides à la prise de décision. Super, top. Alors, je vous rappelle que vous êtes libre, tout simplement de vous abonner à ce podcast pour être sûr de n'en manquer aucun, quelle que soit la plateforme, que ce soit les plateformes audio ou des plateformes comme ici YouTube. Enfin, comme ici, ça dépend d'où vous la regardez d'ailleurs. Mais vu que je regarde la caméra, je dis ici, vous, sur YouTube. Parfait. Alors, Jean-Philippe, donc ce que je te propose lors de ce podcast, c'est que tu présentes ces différents facteurs. Et si tu le veux bien, moi, je rajouterai quelques petites aides, quelques petites techniques. Des ajouts, des nuances. Exactement, ce qui me paraît être important dans le choix de ce secteur. Donc, on va commencer par le premier, s'il y en a 3, Jean-Philippe. Quel est pour toi le premier facteur pour choisir sa zone d'implantation? Eh bien, pour moi, j'ai envie de dire que c'est le plus important des 3 éléments, des 3 facteurs. Et ce premier élément, c'est qui est-ce que vous voulez servir? De savoir, parce que souvent, en fait, la dimension entrepreneuriale, certes, elle est tournée vers les autres, mais ça vient quand même au démarrage d'une motivation intérieure. Et donc, c'est de savoir qui est-ce que moi j'aurais envie de servir. Donc ça peut être une zone géographique, donc je vous le souhaite que ce soit une zone géographique. Des fois ça peut être un type de population, enfin bref, c'est qui je veux servir. D'accord ? Donc là, on va, étant donné quand même que la majorité des conseillers immobiliers ont une zone d'implantation locale, ou en tout cas essayent de conquérir une certaine une localité, déjà, je vous invite à déterminer déjà dans un premier temps dans quelle zone j'aimerais travailler, dans quelle zone je me vois exercer si je ferme les yeux et que je m'imagine travailler là, dans ma commune ou dans un rayon d'1/4 d'heure autour de chez moi, quel quartier je me verrais bien, dans quel quartier je me verrais bien vendre des maisons ou des appartements, etc. C'est vraiment très important parce que si vous travaillez dans un endroit qui est certes bien en termes marketing, de potentiel de marché, etc., mais que vous ne prenez aucun plaisir parce que la zone dans laquelle vous exercez, elle ne vous parle pas, sur le long terme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arrêter tout simplement. Donc, c'est le plus important des 3 facteurs, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à qui? Voilà, ça c'est le premier facteur. Donc, peut-être que ça peut sembler bête comme ça, mais en réalité, c'est le plus important parce que c'est celui qui est le plus dominant dans les facteurs de réussite. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le premier élément. Alors, j'ai des questions en même temps à te poser par rapport à ça. Donc là, si je comprends bien, Jean-Philippe, ça veut dire que par exemple, on est quelqu'un qui est plutôt campagne et on n'a pas envie de s'adresser à des gens qui ont peut-être des cadres ou des personnes comme ça. On a envie de travailler avec des agriculteurs, je te donne cet exemple-là complètement au hasard, tu vois, mais parce qu'on se sent plus en lien avec ces gens-là qu'avec d'autres catégories socio-professionnelles et autres. Donc c'est de ça dont tu veux... C'est exactement ce dont je veux parler. C'est vraiment de s'imaginer dans son imaginaire, dans sa vision pour nous-mêmes, quand on exerce ce métier-là, comment est-ce que je m'imagine, dans quel environnement, etc. Parce que tu as raison, des fois on peut être plus proche de la population
avec des gens paysans, agriculteurs. Pourquoi le sens de la famille, les racines, le respect de la terre, peut-être que nous-mêmes on a des parents qui étaient agriculteurs, etc. Donc on s'en sent plus proche. Donc absolument, c'est totalement plausible. Et d'ailleurs, on a des coachés dont c'est le cas. Il y en a d'autres, ça va être les maisons de luxe à tel endroit. Voilà. Donc absolument, c'est d'abord de déterminer, d'être clair sur là où vous voulez travailler. Donc ça, c'est très intéressant. Donc quand tu parles de zone d'implantation, c'est la zone où je vais globalement travailler ou c'est la zone sur laquelle je vais prospecter? C'est la zone sur laquelle tu vas prospecter. Parce que naturellement, lorsque tu vas prospecter activement sur une zone, naturellement, à partir d'un certain moment, ça va faire des petits dans la zone d'activité. Et alors que si tu prospectes dans la zone d'activité, donc là, c'est choisir une zone d'implantation. Et quand on s'implante en immobilier, il vaut mieux commencer tout petit et après s'élargir. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de cibler d'abord des lotissements, des rues, des ensembles vraiment clairement identifiés, donc des îlots en fait, d'îloter en fait clairement les choses, parce que une fois que vous allez être connu dans ces petites zones-là, après vous allez recevoir des recos à l'extérieur et autant que faire se peut dans ce qu'on appelle la zone d'activité, c'est-à-dire grosso modo vos zones de prospection, mais en mode élargi ou très élargi. Donc c'est vraiment de cibler, d'avoir une vision claire sur les petites zones. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et tu as donné tout à l'heure une information, mais qui est passée très vite et pourtant qui est très importante. Tu as dit un chiffre. Et ça, je pense que les conseillers immobiliers doivent aussi en avoir conscience. En gros, tu préconises d'être à quelle distance, on va dire en termes de temps, parce que la distance ne veut plus rien dire maintenant, en fonction que tu sois en ville ou... mais à combien de temps on doit être de sa base, ça veut dire de son lieu de vie maximum. Ouais, 15 minutes max. Pourquoi 15 minutes max? Enfin, la zone d'activité 30 minutes autour de chez soi, c'est-à-dire la zone sur laquelle on peut être amené à travailler par recommandation, etc., mais que nos zones de prospection, c'est-à-dire là où on va être présent massivement, pas à plus de 15 minutes autour de chez nous. Et ces données-là sont vraiment fondamentales parce que j'ai eu plein de coachés qui ont, et notamment je pense à une qui s'appelle Fanny, je donne pas son nom de famille, mais c'est Fanny, qui elle, en fait, elle a choisi des zones de prospection qui étaient à entre 45 minutes et 1 heure de chez elle. Donc je l'ai avertie au début de l'accompagnement. Et au final, donc elle a commencé à prospecter, mais elle a commencé à avoir des résultats intéressants en fin d'accompagnement, à 1 mois et demi, 2 mois de la fin de son accompagnement. Et on voyait déjà qu'il commençait à y avoir une forme d'essoufflement et de procrastination de la prospection parce que la voiture, en fait, je fais l'aller, je fais ma prospection et après le retour, ça me coupe les jambes. En fait, j'arrive chez moi, je suis morte. Voilà exactement pourquoi on ne peut pas s'implanter trop loin. Donc après, Fanny était au courant et pourquoi elle avait pris cette zone aussi loin, parce qu'elle comptait s'implanter, habiter dans la zone qu'elle convoitait. Donc tu peux le faire, mais tu as intérêt vraiment à réaliser ce projet de vie parce que sinon l'essoufflement sera présent. Donc c'est la raison pour laquelle tu as raison de faire préciser cette notion. Donc vos zones de prospection actives ou rentables, ou on peut appeler ça, moi j'appelle ça souvent de mon côté la zone, pas la zone native, la zone native, c'est-à-dire de là où on a posé la première fois notre drapeau, de là où on est. Et ensuite, bien sûr, ça va faire des petits. Mais vraiment, visez petit, moins de 15 minutes de chez vous. Ouais, effectivement. Donc, comme tu l'as dit, en termes d'épuisement, de fatigue et puis de coût, on paye du carburant, on use la voiture, toutes ces choses-là qui font que il faut quand même réfléchir à ça. Et j'ai une troisième et dernière question avant que tu passes au point numéro 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je prends toute la zone à 15 minutes de chez moi et j'y vais massivement, même s'il y a 20 000 boîtes aux lettres. Est-ce qu'il y a une limite en termes de boîtes aux lettres? Sur la zone d'activité ou sur les zones de prospection? Sur les zones de prospection. Ah, sur les zones de prospection, oui. Nous, on préconise de faire 1500 boîtes aux lettres. Alors, en fait, il n'y a pas une vérité sur ça. Il y en a qui, vous allez avoir des fois des formateurs qui vous disent 2000, des fois on monte jusqu'à 3000. Dans certains réseaux, on va vous dire, mais faites 500 boîtes aux lettres, d'autres 800 boîtes aux lettres. Il n'y a pas un chiffre qui est exact, parce que des fois, avec des coachés, on arrive sur, OK, par rapport à la configuration de ta zone, 1000 boîtes aux lettres, on considère que c'est bien. Ou par rapport à la disponibilité qu'elle a pour l'immobilier. Enfin, c'est un ensemble de facteurs. Donc, c'est juste de se dire, conceptuellement, théoriquement, on part sur 1500. Maintenant, on a besoin d'ajuster en fonction d'un ensemble de facteurs, notamment dans les zones rurales où tu as des fois des grands terrains. Tu peux peut-être pas faire 1500 boîtes aux lettres et que peut-être que 800, déjà, ce sera déjà un effort suffisamment conséquent pour démarrer, pour se faire connaître. Okay. Parce que déjà, ces 800-là, c'est 800 déjà que tes confrères n'attaquent pas en fait comme zone.
Et alors donc, Jean-Philippe, quel est le deuxième grand facteur d'implantation que tu as repéré? Eh bien, le deuxième grand facteur d'implantation à repérer, c'est OK, bah, c'est cool parce que j'ai envie d'aller dans cette zone-là, mais est-ce qu'il y a suffisamment de ventes sur cette zone? Donc là, en fait, c'est pas compliqué. Cette méthode-là, en fait, je l'avais découvert en fait à l'époque, puisque je faisais partie aussi à l'époque des premiers clients de disrupteurs immobiliers. Et c'était toi qui avais fait le cours là-dessus, qui est de repérer grâce à demande de valeur foncière, c'est-à-dire le logissement fait par le gouvernement qu'aujourd'hui tout le monde connaît, donc DVF et Talab, d'aller sur le site et de regarder sur les zones que je cible, est-ce qu'il y a suffisamment de ventes? Donc là, on souhaite idéalement de repérer un taux de rotation de 5%. Un taux de rotation de 5%, c'est de se dire, OK, sur 100 logements dans la zone que je vise, combien vont se vendre dans les 12 prochains mois? Et donc, ça, on amène à un pourcentage que l'on appelle le taux de rotation. Et donc, on souhaite, autant que faire se peut, de se rapprocher d'au minimum 5% de taux de rotation, si possible. Après, si c'est un peu moins, c'est pas grave. Le mieux, c'est d'aller 5% et au-delà. Et donc, quand vous êtes face à DVF, vous dites, OK, mais comment est-ce que je fais pour savoir? Parce que combien il y a de lots? Parce que des fois, sur une parcelle, il y a une copropriété avec 20 lots. Donc, comment est-ce que je fais pour repérer sur DVF? Ben, c'est pas compliqué. Dites-vous quand même schématiquement, même si c'est pas vrai dans la réalité, mais dites-vous schématiquement quand vous regardez, une parcelle égale une boîte aux lettres. Partez sur des choses simples. Voilà. Après, bien sûr qu'il y a des copros avec plus de boîtes aux lettres, etc. Mais déjà, donnez-vous une idée en partant une parcelle égale une boîte aux lettres. Voilà. Et donnez-vous un ordre d'idées. Après, si vous êtes un petit pro d'Excel, moi, je sais que le collaborateur que j'avais recruté à l'agence, qui était un petit pro d'Excel, il m'avait extrait les données et par le biais de différentes formulations, je sais pas de tableau croisé dynamique, tout ça, mais je sais pas ce qu'il avait fait, il m'avait sorti le taux de rotation exact de la zone, juste en bidouillant les tableaux Excel. Donc, si vous savez le faire, allez-y. Bon, moi, je sais pas le faire. Je faisais en mode littéraire, quoi, hein, au visionnage. Donc, mais essayez de trouver au moins ces 5% de taux de rotation. Ça, c'est vraiment le deuxième facteur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient par rapport à ça d'autre? Non, ça c'est très clair. Ok, bon, tant mieux si c'est clair parce que voilà. Mais c'est juste de se dire que cette zone soit pas fantôme. Voilà, que ce soit pas ouais, elle est super cette zone, mais il y a rien qui se vend. Et ça, c'est vraiment le piège, et notamment sur des zones où il y a un prix au mètre carré élevé et où les propriétaires ne bougent pas. Si ça bouge pas assez, ben, vous pourrez pas vous y implanter puisque ça vend pas en fait. Voilà. Donc, même si après, dans la réalité, et après, des fois, il y a un truc qui est piégeux et vous ne pourrez vraiment vous en rendre compte qu'en pénétrant sur la zone, c'est que des fois, il y a des zones où, ben, en fait, il y a peu de biens qui se vendent par agent immobilier. Parce qu'en fait, les biens sont tellement demandés que dès qu'ils mettent en vente, ils trouvent de suite quelqu'un. Après, vous pourrez faire des transactions quand même. Mais donc, voilà. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Voilà. Mais sinon, utilisez demande de valeur foncière de la manière que je viens de vous indiquer là. Ok. Et alors, Jean-Philippe, c'est quoi le troisième facteur alors que tu as repéré? Alors, le troisième, qui pour moi est le moins important, mais qui a quand même son importance, voilà, c'est de calculer ce qu'on appelle l'indice de pénétrabilité de votre zone. L'indice de pénétrabilité, c'est de vous dire, OK, si le marché était équitable et que les répartitions des ventes étaient faites en camembert et que chaque conseiller immobilier sur cette zone avait une part équivalente de vente, quelle serait ma part à moi? Donc, en fait, c'est intéressant parce que ça vous donne un indice de quel va être, avec combien de personnes je vais batailler, on va dire. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit vous freiner. C'est un indice, c'est une aide à la prise de décision. Donc, voici cet indice. Pour calculer cet indice, vous prenez le nombre d'habitants sur une zone. Par exemple, je ne sais pas, moi, par exemple, vers Venelle, il y a 8000 habitants. Ben, on va dire 10 000 habitants. Prenez ces 10 000 habitants, vous le divisez, vous essayez de trouver le nombre de boîtes aux lettres. Okay, l'INSEE considère qu'il y a 2,3 personnes par foyer. Donc vous divisez ce nombre d'habitants par 2,3, ce qui vous donne un nombre de boîtes aux lettres sur votre secteur. Vous prenez ce nombre de boîtes aux lettres, vous en prenez 80% en fait, de ces boîtes aux lettres, parce que comme il y a 20% de logements sociaux, après sous réserve que sur votre zone, la mairie ait vraiment son quota de 20% de logements sociaux. Bon bref, vous faites ça. Nombre de boîtes aux lettres total, vous prenez 80%. Voilà. Donc ça vous laisse un nombre de boîtes aux lettres. Et sur ce nombre de boîtes aux lettres, vous prenez 70% de ce montant-là, parce que vous savez qu'il y a une vente, il y a 30% des ventes qui se font entre particuliers et 70% des ventes qui se font entre professionnels. Donc ça veut dire que ça va vous donner un nombre de boîtes aux lettres qui sont susceptibles d'être vendues par un professionnel. Et sur ce nombre de boîtes aux lettres-là, vous prenez l'indice de taux de rotation moyen en France qui est en moyenne de 5%. Vous prenez ce montant de boîtes aux lettres, vous faites fois 5%.
ce qui vous donne un nombre de ventes sur la zone prévisible à l'année en moyenne. Et lorsque vous prenez ce nombre de ventes et que vous le divisez par le nombre de professionnels qui se trouvent sur votre secteur, eh bien là, ça va vous donner un nombre de ventes pour vous. Si le marché était un camembert et que chaque conseiller avait une part égale, quelle serait la vôtre? Donc, et ça vous donne un indice de pénétrabilité, c'est-à-dire à quel point ce marché devrait être facile à pénétrer ou pas. Et donc, plus vous vous rapprochez de 0 en termes de nombre de ventes, plus ce marché va être difficile à conquérir, parce que ça veut dire qu'il y a une forte densité concurrentielle, et plus vous allez vous rapprocher de 10, et au plus ça veut dire que votre part du gâteau théorique serait importante. Donc, c'est une aide à la prise de décision, et ça vous donne un repère de « Ok, quelle est la densité concurrentielle sur mon secteur ?» Pour autant, ça ne doit pas constituer ni un frein majeur, ni un coup d'arrêt pour vous. C'est une aide à la prise de décision puisque vous pouvez après totalement vous différencier sur un secteur, sur un ensemble de paramètres. Néanmoins, la concurrence reste quand même un facteur. Voilà. Pourquoi? Parce que même si vous êtes des fois le plus fort, le plus beau sur un secteur, vous pouvez aussi avoir des concurrents qui vont prendre une petite vente par-ci, une petite vente par-là, qui vont grignoter des petites choses. Donc, voilà, vigilance sur ce point, c'était le 3e indice d'aide à la prise de décision d'implantation. Parfait, Jean-Philippe, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Pour moi, c'est tout. Donc, n'oubliez pas, c'était le premier facteur le plus important. Qu'est-ce que je veux faire? À qui est-ce que je veux servir? Et les deux autres sont vraiment des appuis secondaires, mais bien présents. Le deuxième, donc premier, à qui je veux servir. Deuxième, taux de rotation sur les secteurs. Taux de rotation. Et troisième, l'indice de pénétrabilité que tu nous as présenté, calculé en détail, en sachant qu'on fait attention à rester proche de sa base, on fait attention à avoir un volume de boîte aux lettres qui est cohérent par rapport à ce que l'on est capable de faire. Et je pense que globalement, on a tout dit. Absolument. Parfait. Merci Jean-Philippe. Merci à toi Cédric. Allez, ciao, bye bye. Ciao les amis.